Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Née en 1623 et morte à l'âge canonique pour l'époque de 84 ans, Ninon de l'Enclos a vécu le plus grand des siècles, celui de Louis XIV. Elle eut une vie sentimentale tumultueuse, des aventures innombrables. Puis à la cinquantaine, elle prit sa retraite amoureuse pour ouvrir un salon littéraire et philosophique passionnant où se pressait un cercle d'amis sûrs et brillants qui lui vouaient une profonde estime. Ninon fut aimée de tout son siècle. D'ailleurs, 400 ans après sa mort, elle a encore des admirateurs et des amoureux. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, je vous emmène à la rencontre de Ninon de l'Enclos, Notre-Dame des Amours, une femme brillante autant que jolie, qui ayant constaté que les hommes s'étaient en ce monde réservé les qualités essentielles, avait décidé d'être un homme. Seconde partie, de Ninon à Mademoiselle de l'Enclos. Ninon va avoir pour amants messieurs de Miocins, Châtillon, Brancas, Navaille, Rambouillet, le chevalier de Méret, monsieur de la Sablière, monsieur de Jarzet, le marquis de Sévigné qui fut le mari de la marquise. Après lui, elle aurait eu aussi un faible pour le fils de la marquise de Sévigné, un garçon doux mais médiocre et sans volonté que Ninon avait bien jugé. C'était une âme de bouillie, un corps de papier mouillé, un cœur de citrouille fricassé dans la neige. Enfin, un homme au-dessous de la définition. Il fait partie des jouvenceaux qu'elle a mis dans son lit. Il avait 23 ans et elle, 51. On va défiler maintenant chez Ninon au 36 de la rue des Tournelles, dans la maison qu'elle louait alors. De Decker confie. Les bruns, les blonds, les jeunes et les moins jeunes, les affamés ou les insatiables, chacun allait en effet venir tenter sa chance auprès de Notre-Dame des Amours, comme la surnommera Walpole. Nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode, Ninon avait ses martyrs. Martyrs, c'est beaucoup dire car ils ne souffraient guère. En effet, si pour des raisons diverses elle leur refusait ses faveurs, en échange, elle leur offrait une solide amitié qui bien souvent avec les années se muait en une véritable affection. Elle a toujours été une amie incomparable pour un grand nombre d'hommes qui n'ont jamais été ses amants. Voici tout d'abord Nicolas des Yvetot, l'un de ses originaux comme les aimait Ninon. Précepteur du fils qu'Henri IV avait eu avec Gabrielle d'Estrées, il se montra si adroit et si intelligent qu'Henri IV lui confia l'éducation de son fils aîné. Privé de cette charge par Marie de Médicis après la mort d'Henri IV, il partit vivre à l'extrémité du faubourg Saint-Germain. Comme en ce temps-là sa demeure jouxtait la campagne, on l'appelait le dernier homme. Il menait une vie des plus voluptueuses. Il s'habillait tantôt en satyre, tantôt en berger, tantôt en dieu Apollon. Il transformait en nymphes court-vêtues quelques jolies filles du quartier, et dans son grand jardin donnait des représentations des scènes mythologiques dont il était à la fois le seul acteur mâle et l'unique spectateur. Un drôle de numéro, en effet. Ninon eut un autre amoureux dont elle ne voulut pas comme amant, mais qu'elle garda comme ami pour son esprit et son pittoresque, l'abbé Le Métel de Bois-Robert, un bon vivant qui pendant de longues années avait eu les faveurs de Richelieu pour sa faconde et son esprit. Il avait aussi un don d'imitation remarquable. Il contrefaisait de façon impayable son entourage. Richelieu ne pouvait se passer de son abbé humoriste. Bois-Robert, qui fut l'un des créateurs de l'Académie française, avait une grande admiration pour Ninon et même une réelle affection. Rien de tel sur Monsieur de Villarceau, qui fut son vainqueur le plus durable. Elle l'aima 3 ans et c'était pour sa part un maximum, tout à l'éloge de ce Villarceau. Preuve de ce statut exceptionnel dans le cœur de Ninon, un jour, il reçut un paquet qui contenait la chevelure de Ninon. L'entourage était très surpris de cette relation qui durait. Elle vieillit, disait-on, elle devient constante. Toujours est-il qu'indéniablement, le dénouement de la liaison relativement longue entre Ninon et Villarceau marque le début de cette mutation d'une sorte de bacchante en souveraine d'une véritable cour de lettrés et d'artistes.
Certes, Ninon ne renonce pas immédiatement à l'amour. Elle aura encore dans les années qui vont suivre des amants de passage, mais ils se feront de plus en plus rares. L'un d'eux, le comte de Nancey, marquis de la Châtre, est passé à la postérité grâce à un trait d'humour dont Ninon contestait d'ailleurs être l'auteur. Furieusement épris de Ninon, il était fort marri d'avoir à la quitter pour rejoindre l'armée. Il la supplia de lui signer un engagement écrit de fidélité. Pour se débarrasser de lui, Ninon lui donna le billet en question et lui s'en fut ainsi avec le précieux papier qu'il exhibait triomphalement à tout venant. On rapporta la chose à Ninon, qui s'écria dans un grand éclat de rire « Ah, le bon billet qu'à la Châtre !» Tout Paris en fit des gorges chaudes et le mot passa en proverbe. Un autre fut Gourville, grand ami de Saint-Évremont. Ninon eut aussi, durant cette période, et concurremment, si l'on peut dire, le duc de Choiseul et le danseur Pécourt. Un jour, les deux rivaux se rencontrèrent dans son salon. Choiseul, trompé par l'habit de Pécourt, qui avait vaguement l'aspect militaire, lui demanda dans quel corps il servait. À quoi le danseur répondit « Je commande un corps où vous servez depuis longtemps. » Un incident notable dans la vie de Ninon au début de cette époque fut son internement, très temporaire d'ailleurs, par ordre de la reine-mère Anne d'Autriche. À vrai dire, il y avait fort longtemps que le monde dévot criait au scandale. Son salon devenait de jour en jour le centre de ralliement des libertins. Une cabale des dames de la cour, qui se piquaient de vertu, assaillit Anne d'Autriche de récriminations. Cette insolente Ninon ne se contentait plus de mener grand train en débauchant les maris et les fils de ces dames, mais elle faisait ouvertement profession d'incrédulité. Et dans son salon, on bafouait la religion et l'Église. Cela ne pouvait plus durer. Anne d'Autriche, excédée pour avoir la paix, finit par charger en mars 1656 Madame de Vendôme de conduire Ninon au couvent des filles de Sainte-Marie-Madeleine près de l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, un couvent fait précisément pour accueillir les filles folles de leur corps et les ramener dans le droit chemin en leur faisant faire pénitence. Ninon, la reine de la place royale, enfermée, un scandale. Une expédition s'organise aussitôt pour délivrer la prisonnière, qui n'était pas farouchement gardée. Anne d'Autriche, vite informée du complot, prescrivit de transférer Ninon sous bonne garde au couvent de Lagny, mieux protégé. L'auberge du pays fut instantanément envahie par une bande joyeuse qui menait grand train et festoyait à longueur de journée en effarouchant la population du village. Christine de Suède vint voir Ninon à Lagny. Elle intercéda auprès de Louis XIV qui donna l'ordre de libérer Ninon, laquelle rentra triomphalement à Paris vers la fin de 1656. Son internement avait tout de même duré 9 mois. Au cours de cette période de transition, Ninon devint l'amie intime et fidèle d'une femme délicieuse, Madame de la Sablière, qui avait 16 ans de moins qu'elle. Issue de la haute bourgeoisie, protestante, Madame de la Sablière était si bonne latiniste qu'elle lisait Virgile à livre ouvert. Son salon était l'un des plus célèbres de Paris. Elle hébergea La Fontaine, dont la distraction était proverbiale. Cette femme, mieux que belle, avait une grâce et un charme incomparables. Ninon prit donc définitivement sa retraite amoureuse aux environs de la cinquantaine. Beaucoup de nos contemporains l'ont sensiblement reculé, mais à tort. L'amour ne tenant plus une place dans sa vie, elle va cultiver l'amitié. Intelligente et fine, douée d'une grande pénétration psychologique, elle savait s'entourer. Très éprise de sa liberté, farouchement indépendante, elle réussit le prodige de faire passer ses amants du lit au salon. Après 1670, Ninon devient mademoiselle de l'Enclos. Dans son salon, rue des Tournelles, elle s'entoure d'une pléiade de lettrés, d'artistes, de gens du monde, d'écrivains, ayant tous pour caractère commun l'indépendance des idées et d'être de bonne compagnie. Où va-t-elle les recruter ? Dans la confrérie de ceux qu'on appelait alors, au grand siècle, les libertins, c'est-à-dire ceux qui pensaient librement. Ils formaient une société assez fermée que le public conformiste considérait avec horreur. Ils se connaissaient tous. Si certains pratiquaient l'austérité de leur maître Gassendi, chez beaucoup d'autres, la liberté des idées s'alliait à la liberté des mœurs, et c'est une des raisons pour lesquelles le mot libertin a dévié de son sens primitif d'homme aux idées libres pour devenir synonyme de débauché.
La maison de Ninon va constituer le centre de ralliement d'une élite indépendante. C'est dans ce milieu qu'elle a recruté les plus précieuses amitiés de son âge mûr. Son maître dans l'art de vivre et son meilleur ami, Saint-Évremont, dominent de beaucoup le groupe des libertins. Sa culture lui permet d'aborder avec le même bonheur les activités intellectuelles diverses. Philosophe, il se réclame d'Épicure, mais le grand art de Saint-Évremont, c'est la conversation. C'est un causeur si éblouissant qu'on ne peut se lasser de l'entendre. Lui-même l'a dit d'ailleurs modestement. Quelque plaisir que je prenne à la lecture, celui de la conversation me sera toujours le plus sensible. C'est un esprit souverainement indépendant, assez caustique, avec une sorte d'humour à froid qui s'apparentait au pain sans rire, sceptique mais extrêmement tolérant, d'une sagesse profonde, également éloignée des extrêmes. Son amitié avec Ninon a survécu à 43 ans de séparation. Quand Saint-Évremont était jeune officier, le duc d'Enghien l'avait pris à son service. Naturellement railleur, le duc prenait plaisir à se moquer de tous et à tourner tout en ridicule. Cette manie finit par agacer Saint-Évremont. Il fit observer un jour au général, respectueusement mais un peu ironiquement, que c'était un ridicule d'une espèce nouvelle que de tourner tout en ridicule. L'orgueilleux Condé prit fort mal cette réflexion et retira sa charge à Saint-Évremont. Au salon qui existait alors, mademoiselle de L'Enclos apporte une note nouvelle, celle de l'indépendance des idées. Sauf de rares exceptions, tous les salons littéraires du grand siècle étaient dirigés par des femmes haut titrées ou d'importance sociale considérable et qui de ce fait devaient observer un certain conformisme aux idées reçues. Ninon, elle, était complètement indépendante. Sa vie matérielle, quoique modeste, était assurée. Elle n'avait personne à ménager puisqu'elle était dépourvue d'ambition. Chez elle, la conversation, tout en restant de bon ton, pouvait prendre un tour plus hardi et plus libre. Ces relations ne comprenaient pas seulement des gens de lettres, on rencontrait aussi chez elle des artistes, comme Mignard et Ardouin-Mansart, des savants, des voyageurs, des diplomates, des philosophes, des gens d'église, des soldats. Une telle variété rendait ce cénacle extrêmement intéressant. Molière fréquenta le salon de Ninon peu avant sa mort. La Fontaine était également l'un de ses familiers. Ninon recevait aussi à peu près toutes les grandes dames instruites et cultivées. Madame de Lafayette d'abord, la duchesse de Bouillon, Madame Cornuelle, grande bourgeoise dont les traits d'esprit sont demeurés célèbres, Mademoiselle de Scudéry, sa voisine. De quoi parlait-on dans ce rond, comme on disait alors? De tout. Ninon savait à merveille inciter chacun à étaler le meilleur de son savoir, mettant tour à tour ses interlocuteurs en vedette par une sorte d'émulation. Chacun s'efforçait de briller. Toute opinion était permise, toutes les idées, même les plus hardies, pouvaient s'exprimer, sous la seule condition de ne jamais dépasser les règles de la bonne société et de tolérer une courtoise contradiction. Quelques-unes des pensées et traits d'esprit de Ninon nous sont restées. Il faut aimer avec passion, mais pendant quelques minutes seulement. J'ai toujours juré à mes amants de les aimer éternellement. Mais pour moi, l'éternité, c'est un quart d'heure. La femme qui n'a aimé qu'un homme ne connaîtra jamais l'amour. Seuls les bigots s'affligeaient, tel Ollier, curé de la paroisse de Ninon, qui décrit ainsi les folles soirées chez la dame de la rue des Tournelles. Il fallait voir toutes les nuits le balai incessant des carrosses qui chargeaient et déchargeaient les visiteurs en goguette. Il fallait entendre au bas des fenêtres ouvertes les refrains paillards qui étaient entonnés à tue-tête. Cette femme-là avait assurément pactisé avec le diable. Tel n'était pas l'avis de Saint-Simon, le terrible duc, pourtant peu suspect de bienveillance. Ninon eut des amis illustres de toutes les sortes et eut tant d'esprit qu'elle les tint tous unis entre eux, ou pour le moins sans le moindre bruit. Tout se passait chez elle avec un respect, une décence extérieure que les plus hautes princesses soutiennent rarement avec des faiblesses. Elle eut de la sorte pour amis tout ce qu'il y avait de plus treillé et de plus élevé à la cour, tellement qu'il devint à la mode d'être reçu chez elle. Jamais de jeux ni ris élevés, ni disputes, ni propos de religion ou de gouvernement. Beaucoup d'esprit, pas de médisance,
un esprit vif et mordant qui égratignait plus qu'il ne blessait. Tel était Ninon. François de Castaner, abbé de Châteauneuf, le parrain et le précepteur de Voltaire, fut un ami assidu de Ninon, de même que M. Arouet, père de Voltaire, conseiller au Parlement, qui la conseillait et l'aidait à gérer sa petite fortune. Un jour, il lui présente le jeune Arouet, futur Voltaire. Il fait quelques vers, ce dont Ninon le félicite en l'engageant à continuer. Dans son testament, Ninon lui laissera 1000 francs pour acheter des livres. Ninon s'éteint le 17 octobre 1705 à l'âge vénérable de 84 ans, en pleine possession de ses moyens intellectuels, faisant l'admiration de tous. Les encyclopédistes reconnaissent que son cercle préfigurait les salons contemporains où s'échangeaient de libres propos annonciateurs de la Révolution française. Elle fut un esprit vraiment libre, dans un siècle qui nous apparaît de loin pétri de discipline et de conformisme, alors qu'un grand souffle d'indépendance intellectuelle le traversait. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Née en 1623 et morte à l'âge canonique pour l'époque de 84 ans, Ninon de l'Enclos a vécu le plus grand des siècles, celui de Louis XIV. Elle eut une vie sentimentale tumultueuse, des aventures innombrables. Puis à la cinquantaine, elle prit sa retraite amoureuse pour ouvrir un salon littéraire et philosophique passionnant où se pressait un cercle d'amis sûrs et brillants qui lui vouaient une profonde estime. Ninon fut aimée de tout son siècle. D'ailleurs, 400 ans après sa mort, elle a encore des admirateurs et des amoureux. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, je vous emmène à la rencontre de Ninon de l'Enclos, Notre-Dame des Amours, une femme brillante autant que jolie, qui ayant constaté que les hommes s'étaient en ce monde réservé les qualités essentielles, avait décidé d'être un homme. Seconde partie, de Ninon à Mademoiselle de l'Enclos. Ninon va avoir pour amants messieurs de Miossins, Châtillon, Brancas, Navaille, Rambouillet, le chevalier de Méret, monsieur de la Sablière, monsieur de Jarzet, le marquis de Sévigné qui fut le mari de la marquise. Après lui, elle aurait eu aussi un faible pour le fils de la marquise de Sévigné, un garçon doux mais médiocre et sans volonté que Ninon avait bien jugé. C'était une âme de bouillie, un corps de papier mouillé, un cœur de citrouille fricassé dans la neige. Enfin, un homme au-dessous de la définition. Il fait partie des jouvenceaux qu'elle a mis dans son lit. Il avait 23 ans et elle, 51. On va défiler maintenant chez Ninon au 36 de la rue des Tournelles, dans la maison qu'elle louait alors. 2 d'équerre confits. Les bruns, les blonds, les jeunes et les moins jeunes, les affamés ou les insatiables, chacun allait en effet venir tenter sa chance auprès de Notre-Dame des Amours, comme la surnommera Walpole. Nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode, Ninon avait ses martyrs. Martyrs, c'est beaucoup dire car ils ne souffraient guère. En effet, si pour des raisons diverses elle leur refusait ses faveurs, en échange, elle leur offrait une solide amitié qui bien souvent avec les années se muait en une véritable affection. Elle a toujours été une amie incomparable pour un grand nombre d'hommes qui n'ont jamais été ses amants. Voici tout d'abord Nicolas des Yvetot, l'un de ces originaux comme les aimait Ninon.
Précepteur du fils qu'Henri IV avait eu avec Gabriel d'Estrées, il se montra si adroit et si intelligent qu'Henri IV lui confia l'éducation de son fils aîné. Privé de cette charge par Marie de Médicis après la mort d'Henri IV, il partit vivre à l'extrémité du faubourg Saint-Germain. Comme en ce temps-là sa demeure jouxtait la campagne, on l'appelait le dernier homme. Il menait une vie des plus voluptueuses. Il s'habillait tantôt en satyre, tantôt en berger, tantôt en dieu Apollon. Il transformait en nymphes court-vêtues quelques jolies filles du quartier, et dans son grand jardin donnait des représentations des scènes mythologiques dont il était à la fois le seul acteur mâle et l'unique spectateur. Un drôle de numéro, en effet. Ninon eut un autre amoureux dont elle ne voulut pas comme amant, mais qu'elle garda comme ami pour son esprit et son pittoresque, l'abbé Le Métel de Bois-Robert, un bon vivant qui pendant de longues années avait eu les faveurs de Richelieu pour sa faconde et son esprit. Il avait aussi un don d'imitation remarquable. Il contrefaisait de façon impayable son entourage. Richelieu ne pouvait se passer de son abbé humoriste. Bois-Robert, qui fut l'un des créateurs de l'Académie française, avait une grande admiration pour Ninon et même une réelle affection. Rien de tel sur M. de Villarceau, qui fut son vainqueur le plus durable. Elle l'aima 3 ans et c'était pour sa part un maximum, tout à l'éloge de ce Villarceau. Preuve de ce statut exceptionnel dans le cœur de Ninon, un jour, il reçut un paquet qui contenait la chevelure de Ninon. L'entourage était très surpris de cette relation qui durait. « Elle vieillit, disait-on, elle devient constante. » Toujours est-il qu'indéniablement, le dénouement de la liaison relativement longue entre Ninon et Villarceau marque le début de cette mutation d'une sorte de bacchante en souveraine d'une véritable cour de lettrés et d'artistes. Certes, Ninon ne renonce pas immédiatement à l'amour. Elle aura encore dans les années qui vont suivre des amants de passage, mais ils se feront de plus en plus rares. L'un d'eux, le comte de Nancey, marquis de la Châtre, est passé à la postérité grâce à un trait d'humour dont Ninon contestait d'ailleurs être l'auteur. Furieusement épris de Ninon, il était fort marri d'avoir à la quitter pour rejoindre l'armée. Il la supplia de lui signer un engagement écrit de fidélité. Pour se débarrasser de lui, Ninon lui donna le billet en question et lui s'en fut ainsi avec le précieux papier qu'il exhibait triomphalement à tout venant. On rapporta la chose à Ninon, qui s'écria dans un grand éclat de rire « Ah, le bon billet qu'à la Châtre !» Tout Paris en fit des gorges chaudes et le mot passa en proverbe. Un autre fut Gourville, grand ami de Saint-Évremont. Ninon eut aussi, durant cette période, et concurremment, si l'on peut dire, le duc de Choiseul et le danseur Pécourt. Un jour, les deux rivaux se rencontrèrent dans son salon. Choiseul, trompé par l'habit de Pécourt, qui avait vaguement l'aspect militaire, lui demanda dans quel corps il servait. À quoi le danseur répondit « Je commande un corps où vous servez depuis longtemps. » Un incident notable dans la vie de Ninon au début de cette époque fut son internement, très temporaire d'ailleurs, par ordre de la reine-mère Anne d'Autriche. À vrai dire, il y avait fort longtemps que le monde dévot criait au scandale. Son salon devenait de jour en jour le centre de ralliement des libertins. Une cabale des dames de la cour, qui se piquaient de vertu, assaillit Anne d'Autriche de récriminations. Cette insolente Ninon ne se contentait plus de mener grand train en débauchant les maris et les fils de ces dames, mais elle faisait ouvertement profession d'incrédulité. Et dans son salon, on bafouait la religion et l'Église. Cela ne pouvait plus durer. Anne d'Autriche, excédée pour avoir la paix, finit par charger en mars 1656 Madame de Vendôme de conduire Ninon au couvent des filles de Sainte-Marie-Madeleine près de l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, un couvent fait précisément pour accueillir les filles folles de leur corps et les ramener dans le droit chemin en leur faisant faire pénitence. Ninon, la reine de la place royale, enfermée, un scandale. Une expédition s'organise aussitôt pour délivrer la prisonnière, qui n'était pas farouchement gardée. Anne d'Autriche, vite informée du complot, prescrivit de transférer Ninon sous bonne garde au couvent de Lagny, mieux protégé. L'auberge du pays fut instantanément envahie par une bande joyeuse qui menait grand train et festoyait à longueur de journée en effarouchant la population du village. Christine de Suède vint voir Ninon à Lagny. Elle intercéda auprès de Louis XIV qui donna l'ordre de libérer Ninon, laquelle rentra triomphalement à Paris vers la fin de 1656.
Son internement avait tout de même duré 9 mois. Au cours de cette période de transition, Ninon devint l'amie intime et fidèle d'une femme délicieuse, Madame de la Sablière, qui avait 16 ans de moins qu'elle. Issue de la haute bourgeoisie, protestante, Madame de la Sablière était si bonne latiniste qu'elle lisait Virgile à livre ouvert. Son salon était l'un des plus célèbres de Paris. Elle hébergea La Fontaine, dont la distraction était proverbiale. Cette femme, mieux que belle, avait une grâce et un charme incomparables. Ninon prit donc définitivement sa retraite amoureuse aux environs de la cinquantaine. Beaucoup de nos contemporains l'ont sensiblement reculé, mais à tort. L'amour ne tenant plus une place dans sa vie, elle va cultiver l'amitié. Intelligente et fine, douée d'une grande pénétration psychologique, elle savait s'entourer. Très éprise de sa liberté, farouchement indépendante, elle réussit le prodige de faire passer ses amants du lit au salon. Après 1670, Ninon devient mademoiselle de l'Enclos. Dans son salon, rue des Tournelles, elle s'entoure d'une pléiade de lettrés, d'artistes, de gens du monde, d'écrivains, ayant tous pour caractère commun l'indépendance des idées et d'être de bonne compagnie. Où va-t-elle les recruter ? Dans la confrérie de ceux qu'on appelait alors, au grand siècle, les libertins, c'est-à-dire ceux qui pensaient librement. Ils formaient une société assez fermée que le public conformiste considérait avec horreur. Ils se connaissaient tous. Si certains pratiquaient l'austérité de leur maître Gassendi, chez beaucoup d'autres, la liberté des idées s'alliait à la liberté des mœurs, et c'est une des raisons pour lesquelles le mot libertin a dévié de son sens primitif d'homme aux idées libres pour devenir synonyme de débauché. La maison de Ninon va constituer le centre de ralliement d'une élite indépendante. C'est dans ce milieu qu'elle a recruté les plus précieuses amitiés de son âge mûr. Son maître dans l'art de vivre et son meilleur ami, Saint-Évremont, dominent de beaucoup le groupe des libertins. Sa culture lui permet d'aborder avec le même bonheur les activités intellectuelles diverses. Philosophe, il se réclame d'Épicure, mais le grand art de Saint-Évremont, c'est la conversation. C'est un causeur si éblouissant qu'on ne peut se lasser de l'entendre. Lui-même l'a dit d'ailleurs modestement. Quelque plaisir que je prenne à la lecture, celui de la conversation me sera toujours le plus sensible. C'est un esprit souverainement indépendant, assez caustique, avec une sorte d'humour à froid qui s'apparentait au pain sans rire, sceptique mais extrêmement tolérant, d'une sagesse profonde, également éloignée des extrêmes. Son amitié avec Ninon a survécu à 43 ans de séparation. Quand Saint-Évremont était jeune officier, le duc d'Enghien l'avait pris à son service. Naturellement railleur, le duc prenait plaisir à se moquer de tous et à tourner tout en ridicule. Cette manie finit par agacer Saint-Évremont. Il fit observer un jour au général, respectueusement mais un peu ironiquement, que c'était un ridicule d'une espèce nouvelle que de tourner tout en ridicule. L'orgueilleux Condé prit fort mal cette réflexion et retira sa charge à Saint-Évremont. Au salon qui existait alors, Mademoiselle de l'Enclos apporte une note nouvelle, celle de l'indépendance des idées. Sauf de rares exceptions, tous les salons littéraires du grand siècle étaient dirigés par des femmes haut titrées ou d'importance sociale considérable et qui de ce fait devaient observer un certain conformisme aux idées reçues. Ninon, elle, était complètement indépendante. Sa vie matérielle, quoique modeste, était assurée. Elle n'avait personne à ménager puisqu'elle était dépourvue d'ambition. Chez elle, la conversation, tout en restant de bon ton, pouvait prendre un tour plus hardi et plus libre. Ces relations ne comprenaient pas seulement des gens de lettres, on rencontrait aussi chez elle des artistes, comme Mignard et Ardouin-Mansart, des savants, des voyageurs, des diplomates, des philosophes, des gens d'église, des soldats. Une telle variété rendait ce cénacle extrêmement intéressant. Molière fréquenta le salon de Ninon peu avant sa mort. La Fontaine était également l'un de ses familiers. Ninon recevait aussi à peu près toutes les grandes dames instruites et cultivées. Madame de Lafayette d'abord, la duchesse de Bouillon, Madame Cornuelle, grande bourgeoise dont les traits d'esprit sont demeurés célèbres, Mademoiselle de Scudéry, sa voisine. De quoi parlait-on dans ce rond, comme on disait alors ?
De tout. Ninon savait à merveille inciter chacun à étaler le meilleur de son savoir, mettant tour à tour ses interlocuteurs en vedette par une sorte d'émulation. Chacun s'efforçait de briller. Toute opinion était permise, toutes les idées, même les plus hardies, pouvaient s'exprimer, sous la seule condition de ne jamais dépasser les règles de la bonne société et de tolérer une courtoise contradiction. Quelques-unes des pensées et traits d'esprit de Ninon nous sont restées. Il faut aimer avec passion, mais pendant quelques minutes seulement. J'ai toujours juré à mes amants de les aimer éternellement. Mais pour moi, l'éternité, c'est un quart d'heure. La femme qui n'a aimé qu'un homme ne connaîtra jamais l'amour. Seuls les bigots s'affligeaient, tel Ollier, curé de la paroisse de Ninon, qui décrit ainsi les folles soirées chez la dame de la rue des Tournelles. Il fallait voir toutes les nuits le balai incessant des carrosses qui chargeaient et déchargeaient les visiteurs en goguette. Il fallait entendre au bas des fenêtres ouvertes les refrains paillards qui étaient entonnés à tue-tête. Cette femme-là avait assurément pactisé avec le diable. Tel n'était pas l'avis de Saint-Simon, le terrible duc pourtant peu suspect de bienveillance. Ninon eut des amis illustres de toutes les sortes et eut tant d'esprit qu'elle les tint tous unis entre eux, ou pour le moins sans le moindre bruit. Tout se passait chez elle avec un respect, une décence extérieure que les plus hautes princesses soutiennent rarement avec des faiblesses. Elle eut de la sorte pour amis tout ce qu'il y avait de plus treillé et de plus élevé à la cour, tellement qu'il devint à la mode d'être reçu chez elle. Jamais de jeux ni ris élevés, ni disputes, ni propos de religion ou de gouvernement. Beaucoup d'esprit, pas de médisance, un esprit vif et mordant qui égratignait plus qu'il ne blessait. Tel était Ninon. François de Castaner, abbé de Châteauneuf, le parrain et le précepteur de Voltaire, fut un ami assidu de Ninon, de même que M. Arouet, père de Voltaire, conseiller au Parlement, qui la conseillait et l'aidait à gérer sa petite fortune. Un jour, il lui présente le jeune Arouet, futur Voltaire. Il fait quelques vers, ce dont Ninon le félicite en l'engageant à continuer. Dans son testament, Ninon lui laissera 1000 francs pour acheter des livres. Ninon s'éteint le 17 octobre 1705 à l'âge vénérable de 84 ans, en pleine possession de ses moyens intellectuels, faisant l'admiration de tous. Les encyclopédistes reconnaissent que son cercle préfigurait les salons contemporains où s'échangeaient de libres propos annonciateurs de la Révolution française. Elle fut un esprit vraiment libre, dans un siècle qui nous apparaît de loin pétri de discipline et de conformisme, alors qu'un grand souffle d'indépendance intellectuelle le traversait. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.